Ce matin, nous commençons la journée avec deux présentations données par des membres, associés du Centre d'études de la forêt. Nous allons commencer avec une présentation qui est donnée par Martin Girardin. Martin travaille à Ressources naturelles Canada au Centre de foresterie des Laurentides il va nous présenter ce matin sa conférence sur la thématique qu'il va vous exposer. Donc, je laisse sans plus tarder la parole à Martin. Vous présenter un projet qu'on a commencé il y a 5 ans environ, qui était la consolidation d'une nouvelle base de données dendrochronologiques pour le Canada. Donc, d'abord, je vais juste remercier mes collaborateurs parce qu'à la fin, je constate que je vais peut-être manquer de temps. Beaucoup sont des chercheurs du SF, mais il y a beaucoup de gens là-dedans aussi qui sont plus underground au niveau statistique et technique. Donc, beaucoup de monde, des gens de Québec, du Centre de foresterie des Laurentides, mais beaucoup de gens aussi qui sont à Edmonton et à Victoria, dont les noms aussi. Donc, la dendrochronologie, on en a vu quelques présentations durant le colloque. C'est un outil qui est assez versatile, qui nous a permis, au cours des dernières décennies, d'en comprendre beaucoup sur le climat, l'évolution des épidémies d'insectes, toute la dynamique forestière, le feu également. Il y a de plus en plus de demandes accrues pour des analyses à grande échelle, donc soit à l'échelle provinciale, subcontinentale, à l'échelle du pays ou même globale. On a de plus en plus de demandes pour ce genre de données. Et avec cet objectif-là en tête, il y a environ 5 ans, on a essayé de démarrer un projet qui visait à constituer une base de données nationale standardisée pour le Canada. Donc, le but de ma présentation ici, c'est un peu de vous décrire le schéma d'acquisition des données qu'on a fait pour cet exercice-là, présenter un résumé des couvertures de données, une idée un peu aussi de la qualité globale des données, et puis de montrer la valeur potentielle que cet ensemble de données. Donc, la base de données comme telle, on l'a appelée CFS-Trend pour Canadian Forces Service Trimming Database. C'est un référentiel central qui est fait de format standardisé composé de 7 tables que je vais vous présenter tantôt. Puis ça a été vraiment combiné de façon à rendre les données dans un format unique puis facilement interprétable pour des analyses, que ce soit en R ou en ArcGIS, n'importe quoi. Donc, les 7 tables qu'on a ici, essentiellement, on a une table qui est projet. Donc, quelqu'un qui nous fournit une base de données va nous fournir des identifiants projets. Après ça, on a une table qui est sur le site, une table qui est pour chacun des arbres, une table pour les mesures. Chaque arbre peut avoir plusieurs mesures. Par exemple, si on pense à des analyses de tiges, on a une table pour les échantillons comme tels. Le rayon, une analyse de tige, par exemple, avec constitué de plusieurs sections d'auteur, peut avoir plusieurs rayons sur chacune des sections. Et puis, une table pour les mesures de cernes. Donc, en général, les premières tables sont relativement simples. C'est des trucs assez standards. C'est plus au niveau des tables de rayons, échantillons, puis que là, ça se complique. Plusieurs des champs qui sont présentés sont soit nécessaires ou bien non optionnels. Donc, ce ne sont pas tous les champs qui sont nécessaires. Il y a beaucoup des bases de données qu'on va présenter ici qui sont issues d'inventaires de forêt. Donc, il y a plusieurs informations qui sont souvent qui viennent avec ces bases de données-là. Donc, ça nous permet un peu de peupler les différentes tables, mais si on pense aux bases de données qui proviennent des bases de données internationales, souvent de juste l'espèce, la latitude, longitude de la personne qui aura contribué à la base de données, puis c'est à peu près tout. Là. Fait que dans ce temps-là, les champs sont plutôt vides. Pour l'instant, la phase 1 de cette base de données-là, c'est un peu c'est ce qui est représenté ici. Donc, il y a 47 contributions qui sont différentes. Donc, une contribution, c'est quelqu'un qui nous aura soumis une base de données. Pour la phase 1, on s'en est tenu uniquement aux données qui proviennent des gens du SCF et de travaux en partenaire avec d'autres personnes. Donc, c'est des bases de données qui proviennent d'échantillonnages qui ont été faits par des collègues qui sont, entre autres,
retraités depuis plusieurs années, surtout dans l'Ouest. Avec René Alfaro, entre autres, il y avait énormément de bases de données. Puis Ted Hogg qui est aussi retraité et Jack Batty. Fait qu'on a des données qui proviennent énormément d'inventaires forestiers, autant l'inventaire forestier national qui représente un peu le cœur de ce projet-là. Ensuite, il y a les inventaires forestiers qui proviennent d'Alberta, territoire du Nord-Ouest, la limite nordique du Québec. Et puis, je pense que le reste représente plutôt des projets qui sont plutôt de chercheurs sur des projets spécifiques. Donc, il y a deux types de données qu'on prend dans cette base de données-là. Il y a les inventaires forestiers, donc c'est plus un échantillonnage semi-aléatoire, par exemple. Et puis, ce qu'on appelle plus des échantillonnages souvent qui sont ciblés, par exemple, quand on fait des reconstructions d'arbres climatiques, on cherche des gros arbres qui sont anciens. Donc, si on parle d'arbres ciblés, ça constitue également une part importante de la base de données. Donc, en échantillon, sur une carte, si on représente un peu ce que, bon, on voit ici l'ensemble des sites qui ont été échantillonnés. Donc, pour l'instant, on parle d'environ 40 000 arbres avec 4 500 sites répartis sur l'ensemble du territoire pour 62 espèces. Là, ici, je mentionne la quasi-totalité interdatée. Si on avait des doutes sur des bases de données, on les a pas inclus comme telles. Donc, si ça explique peut-être certaines absences dans cette base de données-là. Au sein du référentiel, donc, il y a 6 espèces qui dominent largement la base de données. Donc, l'épinette noire, pas surprenant, l'épinette blanche, le pin gris, le peuplier. Après ça, les plus vieilles populations, dans le fond, c'est la moyenne des âges des espèces qui sont les plus vieilles, cèdre jaune, pin écorce blanche. C'est sûr qu'il y a toujours des outliers dans cette base de données-là, comme les cèdres, par exemple, si on les voit plutôt jeunes, parce qu'en moyenne, le cèdre est échantillonné dans la base de données relativement jeune, mais bon, il y a les cèdres du parquet qui sont beaucoup plus vieux, donc il faut toujours prendre ça avec un grain de sel. En termes de mesures annuelles, au niveau de la profondeur temporelle, comme on a inclus les données de l'ITRDB, qui est la base de données internationale, c'est une base de données qui est essentiellement paléoclimatique, donc les arbres sont très vieux. Il y a certaines portions de la base de données qui vont très loin dans le temps, mais généralement, comme ce sont des données d'inventaire forestier qui ciblent particulièrement les forêts productives, les arbres ne sont pas super vieux. Donc, c'est pour ça qu'on voit que la majorité de l'échantillonnage est ciblé en 1953 et 1993 à peu près. On retrouve énormément d'échantillons. Puis par la suite, ça diminue de part et d'autre de la base de données, mais ça reste quand même assez intéressant de 1900 à environ 2010 là, pour faire des analyses. Les figures à droite, ça montre un peu la densité d'échantillons. Donc, je mentionnais l'inventaire nordique au Québec qui est assez fort dans la base de données. Ça y prend beaucoup de place. Et puis ensuite, les inventaires qui sont effectués en Alberta puis en Colombie-Britannique, les travaux de René Alfaro, puis ça aussi qui sont qui ont beaucoup de poids dans la base de données. Vous avez la figure en bas à droite qui est le nombre d'espèces par point de grille. Je me souviens plus c'est quoi la taille des grilles. C'est peut-être 1 degré par 1 degré. Puis ça représente un peu le nombre d'espèces. Donc, on voit que le sud du Québec, Est, Ontario, puis dans l'Alberta, il y a une diversité d'espèces un peu plus élevée à cause notamment des feuillus qui constituent la base de données dans ces régions-là. Au niveau de la qualité des mesures, donc ici on parle d'interdatation, la majorité est interdatée. Il y a quelques soucis par contre qu'on peut voir. Donc, la carte en haut à droite représente la corrélation moyenne entre un arbre puis l'ensemble des autres arbres constituant une écorégion. Plus la valeur est élevée, donc plus on est dans le rose-mauve, rouge-mauve, plus on a une bonne corrélation entre les arbres. Quand on est des points jaunes, c'est que là, on a certains soucis. Ce qu'on peut constater, c'est que les points jaunes sont quand même répartis de façon uniforme sur le territoire. On a regardé un peu s'il y avait des bases de données qui étaient moins bonnes que d'autres. Ce qu'on peut constater, c'est que bon, les bases de données qui proviennent des inventaires forestiers, normalement, sont un peu plus faibles en termes de corrélation entre arbres. C'est pas surprenant comme ça parce que ces bases de données-là sont constituées d'arbres jeunes et vieux et souvent juste ça fait en sorte que les bases de données, les arbres vont moins bien corréler entre eux.
Ensuite, l'ITRDB qui sort très fort, puis ça non plus, c'est pas super, c'est la base de données internationale. Souvent, les gens vont échantillonner, puis les arbres qui ne sont pas bien corrélés vont les enlever de la base de données. Fait que c'est comme un peu artificiellement accru comme corrélation. On va regarder un petit peu aussi au niveau des espèces, s'il y avait des espèces qui étaient mieux corrélées que d'autres. En général, ça suit quand même assez bien. Donc, ici, c'est la figure au milieu qui est à droite pour chacune des espèces. On voit que ça se tient entre 0,4 et 0,5, la corrélation moyenne, ce qui est quand même très bon. Les deux panneaux en bas, à droite, c'est au niveau de... On a regardé un petit peu pour l'Est du Canada, où là, on a vraiment noté plus de soucis, surtout dans les inventaires. L'inventaire national puis l'inventaire de la province pour l'inventaire nordique. On s'est regardé un petit peu en détail, puis c'est vraiment au niveau des espèces de feuillus. Il y a très peu d'échantillons, donc pour faire l'interdatation, c'est juste comme pas possible. Il n'y a comme pas grand-chose à faire avec ça. C'est à peu près les seuls soucis clairs qu'on a pu observer dans la base de données, c'est au niveau des angiospermes dans l'Est du Canada, puis il n'y a juste pas suffisamment d'échantillons. Fait que on a un petit souci de ce côté-là. On a commencé par une analyse préliminaire, regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut en tirer comme information au niveau du climat. Puis là, on s'intéressait surtout à la sécheresse dans ce cas-ci. Donc, juste pour une application qu'on a voulu faire de cette base de données-là, c'est de regarder quelle est la relation entre la croissance pour chacun des arbres et puis le contenu en humidité du sol estimé à partir des variables météorologiques sur la période 1950 à 2010. Et puis, c'est un modèle gamme assez de base, pas très compliqué, pas d'interaction. Donc, la carte en haut droite représente le coefficient de la valeur de T, qui est comme un peu l'équivalent de corrélation, là, par exemple, entre la croissance et puis l'humidité du sol. Puis ça montre, en fait, quand on est en jaune à rouge, là, ça montre qu'il y a une bonne corrélation entre la croissance et puis la sécheresse. Puis on voit que ça occupe une grande portion du territoire. C'est plus de 30 du territoire, plus de 30 des échantillons qui ont une corrélation significative, positive avec l'humidité du sol. Et puis, c'est pas juste dans les régions périphériques aux prairies, là, ça va très au nord en forêt boréale, puis il y a une bonne partie aussi dans l'est du Canada. Et puis, on a regardé un petit peu au niveau des espèces s'il y avait une relation entre la quantité de précipitations annuelles qui est reçue sur un territoire ou les températures. Et puis, ce qu'on constate, par exemple, c'est que pour le peuplier, le lien avec la sécheresse et la croissance est plus élevé quand les précipitations sont faibles. Pour l'épinette blanche, c'est plutôt quand les températures sont élevées, donc l'évapotranspiration plus importante. Et puis, pour toutes les espèces, si on prend toutes les espèces ensemble, on voit que dans le fond, c'est quand la température est élevée puis les précipitations sont faibles qu'on a une meilleure corrélation avec la sécheresse. Fait que ça a quand même assez de sens. La prochaine phase qui va être à venir, ça va être l'inclusion des données qui proviennent de jardins communs. Donc, à travers, via notre centre et puis d'autres personnes de Victoria, on a constitué quand même des bases de données dendrochronologiques qui proviennent de jardins communs, qui sont des endroits où on prend des provenances d'arbres de différentes origines du Canada, puis on les plante à un endroit en particulier. Et puis, on a commencé à échantillonner ça depuis quand même plusieurs années déjà. Puis, on est en train de constituer une base, en tout cas plusieurs bases de données associées à chacun de ces jardins-là. Donc, pour l'instant, on est rendu à 9 jardins, puis ça représente énormément de données, parce que chaque jardin constitue environ en moyenne 400-500 arbres. Donc, ça fait quand même aussi un gros morceau qui s'en vient. Donc, la base de données comme telle a été intégrée dans TreeSource. Ce n'est pas encore disponible maintenant pour télécharger. Il y a encore plusieurs choses à apporter au portail de données, mais c'est déjà visible. Puis on pense que dans quelques mois, les gens pourront commencer à télécharger certaines portions des données. Il faut comprendre que dans certains cas, on a le droit de posséder la donnée puis de l'analyser, mais on n'a pas les droits pour la partager nécessairement. C'est ça, il y a comme des user agreements qu'il va falloir éventuellement constituer pour ce but-là. Donc, ça met fin à ma présentation. Grand merci, Martin, de nous exposer cette base de données qui va être vraisemblablement
très utile pour tous les gens qui font de la recherche en écologie forestière, entre autres en dendrochronologie, en dendroclimatologie.